Bonjour les amis. Lors de ma première émission sur vos témoignages de phénomènes que vous avez vus ou vécus, je vous avais dit en conclusion qu'il y avait un témoignage exceptionnel que je me devais de traiter à part. Certains d'entre vous, très peu, fort heureusement, en sont encore à attendre une vidéo, une photo d'un ovni en haute définition. Cela n'arrivera pas. Sachez-le, sauf si c'est un engin militaire top secret. Pourquoi ? Parce que le phénomène ovni est très lié au paranormal. Mais c'est nous qui avons donné ces noms, car on ne comprend rien, on ne sait rien. Vous pouvez me croire quand je vous dis que j'en ai lu, j'en ai écouté des témoignages sur le phénomène ovni ou paranormal. Mais le témoignage que vous allez entendre dépasse l'entendement, mais apporte aussi un éclairage énorme à ces phénomènes. J'échange avec Harry, on va l'appeler Harry, mais ce n'est pas son vrai prénom bien évidemment, depuis quelque temps. C'est un homme émouvant, humble, et qui moi me bouleverse. Ce que l'on sait sur les extraterrestres, on le sait uniquement grâce à des séances d'hypnose régressive. Des tonnes de livres ont été écrits sur le sujet. Mais hélas, si vous faites comme moi, et si vous en lisez une grande partie, vous allez vite vous rendre compte qu'il n'y a pas de grands liens entre eux. Je ferai une émission focus spéciale sur l'hypnose avec des experts. Ce que j'appelle experts, ce ne sont pas des personnes qui, après 3 jours de formation, se mettent à faire des séances qu'elles publient sur Internet. C'est de vrais chercheurs, des passionnés, et la plupart inconnus, bien sûr. Mais le témoignage d'Harry est un témoignage en conscience, depuis non pas sa naissance, mais bien avant, dans le ventre de sa mère. Harry, en nous livrant ce témoignage, fait sans le savoir, peut-être, un lien entre le phénomène ovni, le paranormal, les extraterrestres, la conscience, qui confirme que nous vivons dans un univers organique de conscience et d'information. J'aimerais par la même occasion lancer un appel à ceux qui ont vécu tout ou partie de ce que Harry a vécu, vit encore aujourd'hui. Je vous laisse mon email, on peut en parler en toute discrétion, mais cela serait surtout extraordinaire que vous puissiez en discuter ensemble avec Harry, avec qui je vous mettrai en relation, bien sûr. J'en appelle aussi aux experts pour avoir leur avis et surtout aussi pour entrer en contact avec Harry et lui apporter aide et conseils s'ils le peuvent. Ne regardez pas cette émission si vous n'avez pas le temps ou si vous n'êtes pas parfaitement concentré. Car c'est du lourd, du vraiment très lourd. Et je vous promets que je ne vous fais aucun effet d'annonce. Merci Harry de ta confiance, de ce témoignage extraordinaire, qui personnellement m'a beaucoup appris et m'éclaire sur de nombreux points et qui m'en confirme beaucoup d'autres. Je transmettrai cette vidéo à Alexandra et à Gérard Desforges, que Harry cite dans son témoignage, afin aussi d'avoir leur avis. Je vous mets dans le descriptif le lien de l'émission que cite Harry avec Alexandra et les témoignages de Gérard Desforges. Merci beaucoup, bonne écoute, à vous lire. Merci. Bonjour Sylvano, je voulais te remercier pour les messages que tu m'as envoyés, qui m'ont un petit peu bouleversé à la fois et stimulé pour essayer de synthétiser ma vie euh, par rapport aux 3 dernières vidéos que tu as postées sur ton site, sur ta chaîne YouTube. Comme je te l'ai dit, plusieurs raisons m'ont amené à témoigner. Le premier, c'est le témoignage de Monsieur Desforges, l'explication et l'explicatif un peu de tout ce qu'il a vécu,
et surtout je dirais le flash qu'il a pu faire sur aujourd'hui le problème OVNI en France ou partout dans le monde d'ailleurs. Ça a été un événement très déclencheur pour moi. Deuxièmement, les témoignages eux-mêmes. La première session de témoignages a été extraordinairement enrichissante pour moi. J'ai trouvé ça très courageux de la part de certaines personnes de témoigner à visage découvert, ce qui n'est pas mon cas, encore une fois, parce que, comme je te l'ai dit, je souhaite pas que mon visage soit vu, parce que j'ai des enfants en bas âge, parce que voilà, ça va très vite sur Internet et on passe très vite pour un fou. Donc on est effectivement face à cette problématique aujourd'hui de pouvoir témoigner et de dire les choses, mais à visage caché, on n'a pas le choix. Donc j'ai un masque de dissident, on va dire. Oui, c'est la dissidence de la vérité finalement contre la bêtise. Et troisièmement, écoute, je voulais remercier également madame, bon, je ne connais pas son nom, mais Alexandra, la vidéo que tu as postée récemment, qui est en Suisse et qui a fait un site internet qui s'appelle l'Appel du Large, qui est extrêmement développé sur beaucoup de points de vue, et le témoignage qu'elle a pu faire en tout cas de ces deux filles m'ont interpellé également. Alors tout cet ensemble aujourd'hui n'existera pas sans toi. Merci, merci, merci. C'est une chaîne qui est extrêmement importante, qui vraiment travaille sur beaucoup de choses, donc je trouve que tu fais vraiment un travail, une avancée, en tout cas une percée dans la dédiabolisation, on va dire, de certains phénomènes qui ne sont pas que des ovnis, qui ne sont pas que des points précis, mais qui vont élargir un peu le champ et de la connaissance et faire découvrir des choses et amener à une certaine forme de réflexion. Donc c'est très très intéressant de pouvoir témoigner de tout ça. Alors moi je suis un peu, j'ai apporté mon témoignage, je suis un peu inclassable dans mon témoignage en fait. Je ne peux pas dire que je sois classé du côté des gens qui ont été abductés ou qui ont vu des ovnis uniquement. Et je ne peux pas être classé non plus du côté des gens qui ont une espèce d'hypersensibilité qui est très proche du médium sans l'être vraiment. Je vais m'expliquer un petit peu par rapport à tout ça. C'est un ensemble de choses. Ces deux choses sont corrélées pour moi dans ma vie. Donc c'est très complexe à expliquer. Souvent, on aime bien être dans des cases. Moi, je suis ni dans l'une ni dans l'autre, ou dans les deux à la fois, et probablement dans une troisième ou une quatrième que je ne connais pas plus que ça, et que je développe. Donc voilà. Alors déjà, je vais me présenter succinctement. J'ai une cinquantaine d'années. Je vis sur la région parisienne. J'ai toujours vécu sur la région parisienne ou en périphérie. Je suis né du côté de Versailles. C'est intéressant parce que plusieurs événements se sont produits à Versailles essentiellement, et puis dans les premières villes également dans lesquelles j'ai habité de ma naissance jusqu'à l'âge de 4 ans, à Dreux, dans le 78. Et à l'époque, souviens-toi, il y a 50 ans, il y avait des champs partout, des forêts, c'était pas du tout urbanisé comme aujourd'hui. Et donc je pense qu'il y avait beaucoup plus de possibilités peut-être d'être en contact avec certains phénomènes, parce que il y avait la nature, le ciel, et le ciel était vraiment resplendissant, on pouvait le voir à grande échelle, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui avec les grands buildings ou les différentes structures qu'on peut voir et qui nous bouchent la vue. Je tiens à préciser que par rapport à tous les problèmes que j'ai eu dans ma vie, j'ai eu l'occasion de faire de l'hypnose. Ça ne marche pas du tout sur moi en fait, c'est très complexe. J'avais plutôt l'impression d'avoir hypnotisé l'hypnotiseuse par 2 fois 2 personnes différentes. Je l'ai fait à un moment de ma vie où j'en avais besoin, parce que j'avais besoin peut-être d'évacuer certaines choses, surtout quand on a un ensemble d'accidents de la vie qui fait que on se remet en question, on se remet en doute, on se dit que tout est notre faute. C'était un peu la raison pour laquelle je me suis permis de faire ces choses-là, puis simplement voir si je pouvais les régler. Donc je tiens à signaler que l'hypnose ne fonctionne pas sur certaines personnes, en particulier moi. Voilà.
Je vais commencer par expliquer certaines choses par rapport à mon enfance et même avant mon enfance. Je fais partie de ces gens qui, depuis toujours, ont toujours eu en mémoire, et ça depuis l'enfance. Je fais partie de ces gens qui ont toujours en mémoire leur naissance. C'est un peu curieux. J'ai vu des témoignages de ça, des gens qui se souvenaient de leur naissance, et moi je m'en souviens particulièrement. Mais j'allais dire le plus dramatique, je sais pas si c'est dramatique ou pas, mais c'est très complexe à gérer. Je me souviens d'avant ma naissance, non pas de vie antérieure comme ont pu le vivre les filles de Madame Alexandra, mais plutôt à l'intérieur du ventre, c'est-à-dire en tant que fœtus. J'ai cherché des informations très longtemps là-dessus, je n'en ai pas trouvé, ou alors vraiment des explications très sommaires concernant le lien fœtus-enfant que l'on connaît tous. D'ailleurs, il existe même des vidéos qui montrent en 3D le fœtus bougeant à l'intérieur du ventre de la mère, écoutant les sons et la perception qu'il peut avoir. Moi, cette perception, elle est faussée. Elle est totalement faussée et ne correspond pas du tout à la réalité qu'on peut s'en faire aujourd'hui. Je m'explique. J'ai toujours trouvé normal. Je tiens à préciser que tout ce que j'ai vécu, je l'ai trouvé normal pratiquement jusqu'à l'adolescence, pour la simple et bonne raison que il y avait très peu de discussions avec la famille déjà d'une part, avec mes parents, mes propres parents, et puis bah on peut pas parler de ça avec ses camarades de classe ou avec des amis. C'est des choses qui sont personnelles. Donc pour moi, tout le monde a vécu la même chose à l'époque. Quand j'étais petit, tout le monde avait vécu, et pour moi, c'était parfaitement normal de se souvenir d'avant la naissance et puis de la naissance elle-même. Et puis après, il y a cette espèce d'apparition dans le réel, dans la réalité en dehors du corps de la mère, qui fait que on mange, on dort, et puis voilà, c'est l'essentiel de la vie. Mais moi, j'ai cette vision, ces flashs très très récurrents, très souvent. Je les ai eus très très souvent, et aujourd'hui, je m'en souviens encore plus en les décrivant. C'est cette espèce de superposition. C'est pas facile à expliquer, hein, mais cette espèce de superposition du cerveau du fœtus sur le cerveau de la maman, de la mère. Euh, on a tendance à dire qu'il y a un lien, évidemment qu'il y a un lien. Il y a un lien affectif, il y a un lien d'amour, il y a un lien du sang également entre le fœtus et la mère, ça c'est indéniable. Et ce lien perdure avec l'allaitement si la mère choisit de l'allaiter, ou simplement par le biberon si les mères sont obligées de le faire. Mais moi, j'ai toujours eu cette connaissance en fait du monde extérieur en étant à l'intérieur du ventre de ma mère. C'est comme si j'étais une sorte, le terme est très mauvais, hein, je le reconnais entièrement, mais c'est comme si j'étais une sorte de parasite à l'intérieur du cerveau de ma mère, une sorte de, comment dire, une sorte de conscience greffée sur la conscience de ma mère. Et ce qui est étonnant, c'est que ma mère n'en avait pas conscience. Alors, est-ce parce que c'était la particularité de ma mère? J'en parlerai un peu plus tard. Je ne sais pas. Je ne peux pas y répondre. Mais elle n'avait pas conscience que j'étais présent, en tout cas dans son cerveau, dans sa conscience plutôt, pas dans son cerveau, dans sa conscience. Et ce lien était extrêmement puissant, au point que et ça je l'affirme aujourd'hui, et je n'ai trouvé aucune corrélation avec d'autres témoignages aujourd'hui. Je ne sais pas si quelqu'un en tout cas pourrait euh, témoigner aussi de cette même particularité, mais je pouvais voir à travers les yeux de ma mère. C'est ce que j'essaie d'expliquer en fait, comme si j'étais branché tout simplement en parallèle, comme si toutes les connexions étaient branchées en parallèle, en parfait parallèle. Et je vais même plus loin, c'est que toutes les actions de ma mère, je les voyais. Je voyais mon père également avec les yeux de ma mère. Quand je dis je voyais, c'est réel. C'est tel qu'aujourd'hui je vois cet écran où on peut se voir. Euh, C'était l'identique. J'avais une vision parfaitement adéquate, précise, comme si j'étais ma mère, tout simplement. L'odorat,
le parler. Ce qui était étonnant, c'était d'entendre parler quelqu'un à votre place. Donc c'était en l'occurrence donc, ma mère qui parlait à mon père. Je connaissais donc le visage de mon père. Je savais ce qu'elle faisait. Et tout ça pour expliquer qu'en fait le cerveau du fœtus se greffe sur le fonctionnement du cerveau j'allais dire de l'hôte, si on doit euh, peut-être imager un peu cette notion de parasite et de d'hôte. C'est horrible, hein, je reconnais de dire ça, mais c'est vraiment les seuls descriptifs que j'ai, les seuls mots que j'ai pour que vous compreniez un petit peu la situation dans laquelle j'étais. Et ce qui est assez étonnant, c'est qu'en étant greffé, là je dis greffé en parallèle, évidemment j'avais toutes les pensées de ma mère. Je voyais comment elle fonctionnait. C'est ça qui est très intéressant. C'est la façon dont elle raisonnait. Je connaissais son passé, je connaissais donc ses parents, je connaissais ses grands-parents, et pratiquement tout de sa vie. Je sentais énormément ses émotions, évidemment, ses peurs, ses joies, et puis son quotidien, tout simplement. C'est comme si j'étais, finalement, au lieu d'être dans le ventre, j'étais à l'intérieur derrière ses yeux, et je regardais pratiquement de manière inactive, comme devant une télévision, tout ce qui se passait. Et ce qui m'est revenu, en tout cas un petit peu plus tard, aux alentours de l'adolescence, c'est cette particularité de mode de fonctionnement. Je m'explique, c'est comment raisonner. Ce qui fait que il y a une forme d'apprentissage, en fait, déjà, de l'adulte sur le fœtus. La façon dont une mère ou simplement son entourage, en fait, va fonctionner, le monde qui l'entoure, va automatiquement déjà s'incruster dans le fonctionnement du cerveau du fœtus. Et ce qui fait qu'il a déjà une compréhension globale avant même d'être né, réellement, enfin civilement, il a déjà une compréhension pratiquement du monde, de tout ce qui l'entoure. Et le pire, c'est qu'il y a cette forme d'apprentissage, comment réfléchir, pourquoi il y a des choses de cette couleur. Enfin bon, on a l'impression que finalement il y a tout s'apprend à chaque seconde. Le fait de dormir simplement, déjà rien que ça, le fait de dormir, ça s'apprend. En tout cas, l'esprit du fœtus ou le cerveau du fœtus, je sais pas comment dire, euh, apprend à dormir, à se reposer, à rêver, à réfléchir, et même à bouger ses mains, même s'il n'est pas actif dans les actions par exemple de se servir un verre d'eau. Euh, voilà, il y a une multitude de choses qui font que déjà les choses sont acquises. C'est-à-dire que l'adulte, la femme, transmet déjà un certain nombre d'éléments que le fœtus connaît déjà. J'ai envie de dire que finalement le savoir est déjà acquis à la naissance. Voilà. Je crois que c'est le plus synthétique que je puisse faire, c'est que tout le savoir que vous et moi pouvons avoir aujourd'hui est déjà acquis euh, au tréfonds du cerveau du fœtus. Et c'est assez important de le savoir que à un moment donné, toutes ces données-là vont disparaître. Elles vont disparaître en fait quelques minutes ou quelques secondes après la naissance. Je peux pas évaluer vraiment le temps. Je me souviens de ma naissance dans le sens, comme je te l'avais expliqué Sylvano, où c'est vraiment quelque chose d'apaisé en tout cas, même si moi, en tout cas, selon les dires de ma mère, mon accouchement était très complexe. Quoi qu'il en soit, je sentais déjà, enfin, je sentais la confiance que pouvait avoir ma mère, donc je n'avais pas peur. Je n'avais pas de terreur plus que ça, j'avais juste un peu peut-être de peur avant ou d'anxiété, mais je n'arrivais pas vraiment à peut-être à ressentir exactement la même chose. Encore une fois, le fœtus est devant plutôt un écran de TV. Il regarde les choses, il les subit, il les comprend, il les absorbe. Il n'y a pas de peur, il n'y a pas comment dire,
de bonheur plus que ça. Enfin bon, c'est quelque chose de fade, complètement fade. Mais par contre, il y a cette lumière éblouissante où on passe effectivement du côté un peu orangé qu'on peut avoir à l'intérieur du ventre de la mère. En tout cas, le fœtus a cette vision-là avec les sons étouffés à l'intérieur, à quelque chose de beaucoup plus clair en sortant du ventre de la maman. Et ça donne effectivement cette sensation de libération aussi. Hein. Il y a cette notion de déploiement, un peu comme ce qu'on peut voir d'ailleurs à la naissance d'un enfant qui est tout petit, tout recroquevillé, et au bout d'une minute va remplir ses poumons d'air et cette fois-ci prendre peut-être d'un coup du volume. Eh bien, c'est à peu près la même chose que j'ai vécu, mais pas seulement physiquement, mais au niveau des sens. Tous les sens sont démultipliés, ils sont multipliés par 1000. C'est affolant de repenser à ça, de se dire qu'on a vu ça. Et tous ces sens sont tellement démultipliés, c'est ça qui va prendre le pas, en fait, et c'est là où je veux en venir. C'est là où tout va, finalement, tout ce qu'on a acquis à l'intérieur du ventre va être pas effacé, pour mon cas en tout cas, pas vraiment, euh, mais ça va être énormément atténué parce que du coup on a l'impression que le cerveau finalement prend ses fonctions. Il est plus le parasite, il est tout seul. Il est tout seul dans un corps et il lui manque son double qui est la maman. Et je pense que pour y avoir en tout cas énormément pensé, enfin réfléchi, que la coupure en fait du cordon ombilical est peut-être le signe de déclenchement, peut-être le point de départ en fait, puisqu'il n'y a plus on sépare vraiment deux entités qui étaient reliées pendant 9 mois, euh, et c'est à partir de là qu'il va se passer quelque chose. On a l'impression que toute la multitude de sens qui envahit le corps de l'enfant, du bébé, va occulter tout ce qui s'est passé avant. Et c'est des choses qui vont s'effacer graduellement en fait. Et plus le corps, c'est compliqué, c'est complexe à expliquer. Hein. Plus le corps du bébé s'éloigne de la mère entre guillemets. Quand je dis s'éloigner, c'est pas 5 mètres, c'est pas 2 mètres. C'est le fait de plus avoir de lien physique avec ce cordon fait que bah, du coup l'enfant est tellement voit tellement d'attraction autour de lui. Tout se met en action, les sons, le regard, peut-être la bouche, la déglutition, la douleur aussi, sans doute, de la peau, ou ce qu'on peut ressentir hein, simplement dans un corps physique, et un corps de chair. Tout ça va prendre le pas parce que c'est démultiplié, parce que c'est plus puissant que ce qu'il a vécu juste avant. Et j'ai trouvé que finalement, cette notion de cordon était peut-être le point clé. Je pense honnêtement, et je ne vois que ça d'ailleurs. Et cette démultiplication de sens fait que au global, je pense que pratiquement 99% des gens, ou peut-être 100%, je sais pas, 99,999% des gens ne se souviennent plus finalement de l'avant. Alors, tu vas me dire, Sylvano, pourquoi toi? Je ne sais pas. Je n'en ai, mais alors strictement aucune idée. Je ne sais pas. Mais c'est des choses que je me souviens. Alors, est-ce dû à mon enfance? Probablement. Il y a peut-être des éléments qui font que, et peut-être qu'il y a quelque chose en plus ou quelque chose en moins qui fait que ça a loupé. En tout cas, la déconnexion n'a pas fonctionné, en tout cas chez moi. Et il m'a fallu peut-être une référence. Alors, peut-être que ma mémoire a fait de telle sorte de trouver ces références bien avant ma naissance, parce que j'ai manqué de beaucoup de choses depuis tout petit, donc il est très possible que finalement, je sais pas, mon hypersensibilité ait fait que je me suis réfugié plutôt dans mon savoir antérieur, et mon savoir antérieur, et ben, il faut bien le dire, il était en tant que fœtus. Donc il a fallu que j'apprenne à fonctionner de cette manière-là. Ça, c'est un élément essentiel que je n'ai jamais trouvé ailleurs. Je sais pas.
je lance un appel en tout cas là aujourd'hui pour les gens qui auraient vécu la même chose, mais je tiens à cette notion vraiment de d'hôte et de parasite. Franchement, c'est la description la plus plausible que j'ai aujourd'hui et qui pourrait expliquer en tout cas un certain savoir inné que peuvent avoir certaines personnes très tôt. On parle de génétique, on parle de beaucoup de choses, on parle de mémoire cellulaire. Évidemment, je pense que ça existe pour avoir étudié un peu la chose, mais on oublie peut-être de parler de mémoire directe, tout simplement, parce que finalement, au global, la mémoire commence à partir de quand à l'intérieur du ventre de la mère. Euh, et je n'ai pas d'informations, et je ne crois pas aujourd'hui que des scientifiques aient des informations à ce propos-là, mais je dois dire que à un certain stade d'évolution du fœtus, il y a une mémoire qui est déjà prête et qui fonctionne, hein, une conscience qui fonctionne. Je pense que c'est peu avant, je dois dire, je ne sais pas. Je pense que c'est peu avant la naissance, ou peut-être 1 mois ou 2 mois avant la naissance, j'en sais rien du tout. Ça me paraît plus cohérent. Moi, j'ai cette notion d'avoir déjà été presque constitué entièrement en ayant ces instincts, j'allais dire, mais c'est plus que des instincts, ces mémoires-là. Donc c'est quelque chose qui a travaillé, à écouter, peut-être à développer entre des personnes qui ont vécu et qui se souviennent de leur naissance souvent, et il y en a. Voilà. Moi, mon enfant, je l'ai passé à Dreux, dans le 78. Donc je suis né à Versailles. Et finalement, on habitait à Dreux. Ma grand-mère habitait à Versailles, et ça a toujours été une de mes villes de prédilection. J'y reviendrai un peu plus tard parce que certains éléments d'apparition ont été très importants pour ma part, et également ce que je ne savais pas, et ça je l'ai appris en tout cas avec des discussions avec mon père à une époque. Lui aussi a vécu certaines choses de ce côté-là. Ce qui est étonnant, c'est que toutes les apparitions, les faits que je vais essayer de vous relater sont différents de ceux qu'a vécu mon père, mais il y a quand même une forme de similitude par rapport à certains événements. Mon enfance donc de 0 à 4 ans finalement a été faite voilà dans les années 70-72. Comment est-ce que je peux expliquer ça? J'étais un enfant qui était très proche de ma mère. Mon père travaillait à l'époque un peu plus du côté, enfin à une cinquantaine de kilomètres dans une usine de voitures, et partait donc très tôt. Et forcément revenait très tard. Donc mon seul univers, je dirais, c'était finalement ma mère. On était dans une sorte de maison de campagne, une petite ferme en pleine nature, avec avec tous les éléments de la ferme qu'on peut imaginer, très peu de fréquentation évidemment, et je me souviens simplement de la joie que je pouvais avoir d'être avec ma mère, avec le soleil, le ciel bleu, la nature, et mon père qui rentrait, que j'attendais évidemment de plus en plus avec impatience, parce que parce qu'il me manquait tout simplement, hein. Donc c'était pas évident, mais ma seule référence était effectivement ma mère. L'amour qui pouvait y avoir de la part de ma mère, c'était comment dire, c'était un amour on va dire presque sommaire, hein, de relation mère-fils. C'est la nourriture, c'est la sieste, c'est le dodo, voilà. C'est très peu de jeu, en tout cas très peu de communication. Et ça, je rejoins un petit peu Monsieur Desforges par rapport à ça, c'est que finalement elle ne me parlait pas. Donc j'étais un enfant pour elle, j'étais un bébé, je n'avais pas la parole, et d'ailleurs je n'ai commencé réellement à parler qu'en étant à l'école à l'âge de 4 ans, lorsqu'on a déménagé un peu plus dans la banlieue parisienne, où là j'ai pu découvrir effectivement ce qu'était parler. Mais sinon je devais avoir, comme je t'avais dit Sylvano, peut-être une dizaine de mois à mon actif à l'âge de 4 ans, c'était très 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 peu. Et le pire, c'est qu'en plus ma mère parlait une sorte de patois à l'époque,
Et donc les mots étaient pas correspondants en fait aux mots français. Donc ça a été très très compliqué de communiquer en tout cas avec mon entourage à l'époque dans une classe avec une maîtresse, ne serait-ce que même pour apprendre à écrire et à comprendre les choses, c'était très complexe. Mais tout ça pour te dire qu'il a fallu, pour moi, peut-être, pendant cette période, je peux pas dire plus que ça, je ne sais pas. Mais il a fallu me référer par rapport à une antériorité, c'est-à-dire qu'il fallait que je comprenne. Mes yeux, le toucher, le regard, la compréhension, la tentative de compréhension, la curiosité d'un enfant, elle ne s'éteint pas, elle se met pas sous un couvercle, donc il va chercher des réponses forcément. J'allais chercher les réponses simplement dans l'observation et dans sa mémoire, au tréfonds de sa mémoire. Et c'est pour ça que j'ai peut-être entretenu consciemment ou inconsciemment les données que j'avais pu avoir en étant fœtus et en étant à l'intérieur du fonctionnement même du cerveau de ma mère. Ce fonctionnement-là était extrêmement utile puisque il m'a permis finalement de savoir ce que pensait ma mère. Très longtemps, pendant très longtemps, j'ai pu communiquer, peut-être à sens unique, sans doute à sens unique, c'est-à-dire capter des informations dans la tête de ma mère sans qu'elle le sache, mais moi je trouve ça parfaitement normal. C'est-à-dire que je savais quand elle était bien, quand elle n'était pas bien, je savais ce qu'elle pensait aussi. Je connaissais sa tristesse, je connaissais sa peine, je connaissais ses joies. Tout m'était finalement comme si ce cordon ombilical n'avait jamais été coupé et comme si j'avais réussi à perdurer un peu cette connexion avec elle. Par contre, de son côté, elle ne me comprenait pas. Donc c'était très douloureux pour moi. Un enfant a besoin de communiquer, j'avais besoin de dire des choses ou d'exprimer des choses, ou de dire si j'étais bien ou pas bien, et ça, elle ne l'a jamais compris. Euh, je l'en tiens par rigueur, mais il m'a fallu, quoi qu'il en soit, que je prenne des informations et que j'apprenne finalement par moi-même, simplement en étant dans l'esprit de ma propre mère, pour satisfaire peut-être une curiosité, pour comprendre les choses, je ne sais pas. Il m'est arrivé même d'ailleurs pendant cette période de 2 à 4 ans, lorsque je commençais à marcher, à pas à fuguer, mais à explorer en fait le monde extérieur, je dirais presque naturellement, mais avec une espèce d'aplomb qui fait que ma mère était terrorisée plusieurs fois lorsqu'elle me trouvait plus, alors que j'étais à 500 mètres à 2 ans avec mes petites pattes à me balader au milieu de la forêt et surtout lorsque je l'entendais au loin finalement retrouver facilement mon chemin parce que j'avais une sorte de vision un peu d'en haut. Alors ça, je ne sais pas si ça correspond à une sortie de corps ou quoi, ou qu'est-ce, je ne sais pas. Franchement, je n'en ai aucune idée. Ça y ressemble en tout cas, ça y ressemble, mais j'avais pas l'impression d'être sorti de mon corps. J'ai l'impression vraiment d'être ce que j'étais, c'est-à-dire le petit bout de chou que j'étais en train de marcher péniblement, voilà. Et en même temps d'avoir cette vue en hauteur qui fait que je savais exactement, pratiquement au millimètre près, où quel chemin prendre pour retrouver ma mère. Et ça, c'était quand même assez curieux. Je n'ai jamais eu d'ailleurs de perte d'orientation ou quoi que ce soit. J'ai toujours été très forte dans ce domaine-là, dans beaucoup de domaines d'orientation d'ailleurs, et encore aujourd'hui, je me perds jamais. Hein, je me perds jamais à pied en tout cas. Et ça dans n'importe quel type de forêt ou voilà, c'est surtout dans la nature. Par contre, il peut m'arriver de me perdre effectivement dans une ville parce que là, je suis complètement déconnecté un peu de cette notion naturelle. Je ne sais pas. Enfin, c'est quelque chose que j'ai remarqué, qui est peut-être à creuser, mais l'environnement naturel ne me fait absolument pas peur. Cette époque-là est quand même très intéressante parce que au fil des ans, en ayant discuté avec mon père un peu plus tard, en étant ado ou peut-être jeune adulte, mon père m'a rapporté en tout cas des conversations que j'avais déjà entendues en étant petit, lorsqu'il rentrait, notamment une fois. Donc nous étions à Dreux, il revenait du travail un vendredi soir, ou très tard en tout cas. Il s'est passé quelque chose visiblement. Et à l'époque, je l'ai pas du tout cru. Franchement, curieusement, je l'ai pas cru.
J'étais persuadé qu'il mentait, ou j'étais persuadé qu'il voulait se rendre intéressant finalement. Et c'est un peu là le souci aujourd'hui. Comment décortiquer le vrai du faux, c'est pas évident. Mais il m'a dit effectivement qu'une fois sur les chemins, il avait vu une espèce de boule blanche sur son retour, en tout cas chez nous à Dreux, et que cette boule blanche avait atterri un peu dans le champ en fait d'à côté, ou une espèce de forêt, enfin bon, et que sa voiture s'est arrêtée. Alors c'est vrai que mon père était assez pauvre, on était relativement peu aisés, donc il y avait beaucoup de pannes de voitures, donc je lui ai dit, bah écoute, t'as dû avoir une panne ou quoi que ce soit d'autre. Il m'a dit non, non, hein, il y avait une boule lumineuse et tout s'est éteint. C'est-à-dire que la petite montre qu'il y avait à l'intérieur de la Simca s'est arrêtée. J'ai essayé de démarrer, il y avait plus d'électricité. Je sors de la voiture et j'essaie de voir ce que c'est cette boule lumineuse. Et finalement, j'ai pas pu y aller. Euh, et il explique en fait pourquoi. C'est qu'il avait cette sensation de qu'il fallait pas bouger. Il fallait absolument pas bouger. Il fallait qu'il reste dans sa voiture ou près de sa voiture, mais il fallait surtout pas qu'il sorte. Et j'ai toujours trouvé ça un petit peu étonnant quelque part, parce que mon père était un ancien militaire. Il avait fait, il a été à Madagascar. C'est quelqu'un qui, au global, n'était pas forcément peureux, en tout cas pour cette espèce d'expérience là. Je comprenais pas finalement qu'il avouait le fait qu'il n'ait pas pu, peut-être pas vraiment par peur, mais comme si on lui avait imposé en tout cas de ne pas bouger. Et cette histoire-là, je me suis dit non, bon, il doit radoter, mais je lui avais quand même posé cette question parce que je l'avais entendu en étant plus jeune. Et je l'avais entendu notamment lorsqu'il était rentré. Et c'est marrant parce que je devais avoir 2 ans, 3 ans, et c'est quelque chose qui m'avait marqué déjà à l'époque. J'avais entendu cette conversation, il expliquait à ma mère que il avait vu une boule blanche qui s'était posée de l'autre côté de la forêt, et que c'était passé au-dessus de lui, et que la voiture était tombée en rade pendant 5-10 minutes, et que c'était impossible de redémarrer, et que finalement, une fois que la boule était partie, elle a redémarré, il a pu rentrer chez nous. Donc je sais pas, c'est quelque chose qui est récurrent, et en même temps j'ai aussi la notion, à l'âge de 2 ou 3 ans, lorsque nous étions seuls avec ma mère, d'une espèce de scène vraiment terrorisante, où ma mère a pris peur. Mon père n'était pas là, il travaillait ce jour-là. C'était en hiver, je me souviens, parce que le soleil s'était couché relativement tôt. Ma mère m'avait donné à manger, voilà. Bon, elle était un petit peu anxieuse, je ne sais pas pourquoi, mais elle était très très anxieuse même d'ailleurs. Et elle observait en fait par la fenêtre. Et, et je me souviens très bien à un moment donné, elle a pris peur. Elle était même, c'est plus que de la peur, c'était de la terreur. C'était pas forcément une femme qui avait peur non plus, hein. C'était quelqu'un d'imposant et, euh, et qui, je pense, pouvait faire front, et elle l'a démontré à plusieurs reprises par la suite, face à de nombreuses situations complexes. Mais elle a pris peur ce jour-là, au point qu'elle m'a dit de m'asseoir, en fait, m'asseoir vraiment au pied de la cuisine, en boule pratiquement. Je comprenais pas vraiment. Je l'ai vu fermer la porte à double tour, la porte d'entrée. Je l'ai vu bien vérifier la fermeture des fenêtres, et regarder à travers les rideaux ce qui se passait. Euh, et là, ce qui est marrant, c'est qu'elle m'a dit, écoute, ne bouge surtout pas. Il y a des gens à l'extérieur. Il y a quelque chose à l'extérieur. Il y a des gens. Et elle était terrorisée. Ce qui est curieux, c'est que je ne me souviens absolument pas de tentative d'intrusion dans la maison. Euh, Elle m'a dit de me taire. Elle m'a regardé. Elle était juste à côté de moi. Elle avait pris d'ailleurs un couteau. C'est un peu, voilà, comme si on était en phase d'envahissement. Et c'est des choses, quoi qu'il en soit, je me souviens. Comme si quelqu'un allait s'introduire dans la maison à Dreux. Et rien. Rien ne s'est passé. Elle m'a dit de se taire. Le chut. Et on a attendu comme ça une demi-heure, 1 heure.
Elle s'est levée, elle a regardé à travers les rideaux, et là, elle m'a dit tout simplement, c'est bon, ils sont partis. Euh, j'ai toujours trouvé cette scène très très curieuse, surtout que mon père est arrivé 1 heure après. Euh, et là, il y avait des reproches, tout simplement. Il y a des reproches de sa part en disant tu me laisses trop seul, j'ai eu peur, il y a quelque chose, il y a des gens à l'extérieur. Et c'est une chose qui ne s'est jamais reproduite. Ça a été juste ponctuel, un instant de ma vie qui fait que, au global, voilà, je n'ai jamais compris plus que ça les choses. Euh, mais c'était pour comment dire, sans extrapoler plus que ça avait pas l'air de quelque chose d'habituel. C'est ça que j'essaie de te dire, Sylvano. Ça avait pas l'air Elle m'aurait dit simplement, je crois que j'aurais entendu de sa bouche, en tout cas, dire à mon père, il y avait des hommes. Je n'ai jamais entendu cette phrase-là. Elle m'a dit, il y avait enfin, lui disait, il y avait quelque chose dehors. Il y avait quelque chose dehors. Et au point de la terroriser. Comme si c'est quelque chose d'inhabituel. Je n'ai jamais su le fin mot de l'histoire. Mais tout ça pour te dire que déjà il y avait un certain nombre d'événements qui faisaient que au global je trouvais l'environnement pas hostile mais comme si nous étions finalement la cible de quelque chose. Mon père, ma mère et c'est d'ailleurs à l'issue de cet événement qu'il a eu ce phénomène de boule blanche qu'il a surpris en plein milieu de la route de campagne. D'ailleurs, ça ressemblait curieusement, et c'est pour ça que ça a toujours été le doute en moi, mais ça ressemblait curieusement à la série des, des envahisseurs. Voilà, c'est très curieux d'ailleurs ce générique de cette série, cette mini-série que mon père du coup regardait par la suite, mais je me souviens aussi très bien qu'à Dreux, on n'avait pas de télévision, on n'avait rien de tout ça, et que cette série finalement elle est apparue quand j'étais plus âgé, je devais avoir 8 ou 9 ans, et que de temps en temps, bon, bah, mon père me laissait regarder la télé, et souvent, il me remémorait cette notion-là. Et puis, bah, quand j'étais plus grand, je lui ai posé des questions plus précises, et c'est là où c'est quand même intéressant de se dire, mais non, c'est toujours le même discours, donc comment peut-il mentir en donnant autant de détails, finalement aussi précis et intéressants, aujourd'hui, pour moi, dans mon témoignage. Euh, c'est étrange, c'est très étrange. À l'issue de mes 4 ans, on a déménagé toujours dans le 78, mais un peu plus proche en tout cas du travail de mon père, à peu près de l'usine. Et là, comment dire, j'ai eu une sorte de choc, on va dire, peut-être un choc supplémentaire. Il y a eu d'autres événements, bien entendu, à Dreux, mais qui ne sont pas liés, en tout cas, au phénomène un peu qui sont pas ordinaires. Il y a eu d'autres événements, mais je peux pas les dire là. Des événements liés à mon père qui en gros a été agressé aussi dans les chemins de campagne par des bandits de grand chemin. Voilà. Mais bon, c'est des choses qui sont un petit peu à part. Ce qu'il faut savoir, c'est que en arrivant dans cette nouvelle ville, euh, il y a eu, je sais pas, une espèce de, de changement de vie radical. Bon, évidemment, le changement de vie était de passer de la campagne finalement à des bâtiments, même s'ils étaient sertis de forêts et puis de champs à l'époque. Il y avait beaucoup de pruniers aux alentours, beaucoup de champs de fleurs et autres, des poiriers, des pommiers, il y avait de tout. Et puis à 10 kilomètres, il y avait l'usine de voitures dans laquelle travaillait mon père. Euh, il y a quelque chose qui était très différent dans le sens où là j'ai pu ressentir en tout cas l'espèce de déprime de ma mère, de passer d'un endroit naturel à quelque chose d'un peu plus verrouillé, enfermé. Euh, et puis surtout, il y avait beaucoup plus de gens dans lesquels on était confrontés. Et c'est là où j'ai pu comprendre quelque chose finalement d'acquis. Ce que je pouvais avoir, le type de relation que je pouvais avoir
psychologiquement avec ma mère, c'est-à-dire connaître tout ce qu'il y avait dans sa tête, ses pensées, ses peurs, toutes ses émotions et tout ce qui peut traverser un esprit dans une journée ou dans une nuit. Je me suis rendu compte que en fait, ces notions-là, je les avais également d'autres humains en fait autour de moi, et pas seulement de ma mère. C'est là où commence, j'irais entre guillemets, comme qui dirait l'autre, ça c'était avant le drame, si on pourrait dire ça, en étant un petit peu humoristique. Toutes les données que je pouvais avoir, je dis données parce que finalement c'est des informations, hein, c'est des informations qu'on obtient des autres sans qu'ils le sachent peut-être, ou voilà. Je comprenais pas pourquoi les gens que je croisais, des adultes, des enfants, des ados, enfin n'importe qui, même des chiens d'ailleurs, même des animaux, je pouvais capter un peu pratiquement comme si j'étais à l'intérieur de leur cerveau, au même titre que le fœtus que j'étais. C'est une espèce de parasite, avec pas autant bien sûr pas autant d'éclatantes informations ultra précises, puisqu'il n'y a pas de connexion physique, voilà, c'était pas ma mère, c'était d'autres humains. Et j'avais cette sensation de connaître en tout cas déjà leur ressentiment, mais sans qu'ils le sachent, sans qu'ils me regardent, simplement en traversant la rue. Il suffisait que je les voie et pour comprendre ça. Et petit à petit, j'ai même compris que sans les regarder, je pouvais également sentir les choses. Et ça, c'est récurrent toute ma vie. Toute ma vie, ça a été très, très douloureux, je dois dire. C'est pas quelque chose d'avantageux du tout que de sentir les gens à l'intérieur d'eux. J'ai fait beaucoup de crises de panique en étant adulte. Pourquoi pas enfant et adulte? Parce que enfant, j'étais totalement persuadé que tout le monde fonctionnait comme ça, tout simplement, et j'avais pas à me dire finalement que j'étais différent. Ma mère ne me parlait pas, mon père ne me parlait pas, les gens ne parlaient pas de ça. On ne pouvait pas imaginer que tiens, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Ah ben je sais, etc. On pouvait pas échanger là-dessus. Donc pour moi, c'était totalement cohérent. Je me disais que si je savais ce que l'autre pensait, entre guillemets, ou ressentait, l'autre pouvait sentir ce que moi-même je ressentais. Or, c'était faux. Ça, je l'ai appris beaucoup plus tard, et c'est ce qui m'a créé d'ailleurs beaucoup de perturbations en étant adolescent, dans un premier temps, et ensuite adulte, parce que c'est quelque chose qui a perduré très longtemps, qui aujourd'hui est plus facilement tolérable avec l'âge, avec la maturité, plus facilement acceptable, mais ça peut encore m'arriver aujourd'hui, même à l'âge de 51 ans. Euh, c'est la pire des choses pour moi, c'est je vais peut-être faire sourire en disant ça, mais c'est aller faire les soldes. Moi, aller faire les soldes avec forcément la conjointe, et parce que elle a envie de s'acheter une nouvelle paire de chaussures et que j'ai pas envie de dire non parce que je vais l'accompagner et parce que il me faut voilà un pantalon ou une veste. Je sais par défaut, par avance aujourd'hui, que c'est une véritable catastrophe pour moi. Et j'ai eu plusieurs fois des crises de panique, idem dans les transports en commun, idem dans le métro, dans les bus. Et non pas par la proximité des gens, mais simplement parce que finalement, euh, c'est une sorte de confusion d'informations de différents éléments. C'est pas comme si vous étiez face à une personne, comme face à un écran, vous m'écoutez et je vous vois et vous me voyez. C'est comme si, par exemple, dans le bus, les 50 personnes qui sont dans le bus, c'est comme si vous aviez d'un coup tous les ressentis de ces gens-là et tout se mélange. Tout n'est pas forcément décorticable. Et puis si on essaye de le décortiquer, ça devient très vite angoissant parce que finalement on passe à un autre et puis de l'autre on passe au voisin et le voisin on va passer au conducteur et ainsi de suite. Ce qui fait qu'à un moment donné le cerveau disjoncte complètement et que ce soit dans des supermarchés ou des endroits où il y a beaucoup de flux de gens, c'est quelque chose qui finalement paralyse complètement. Et ce n'est pas, encore une fois, ce n'est pas la peur des gens. Au contraire, c'est même si j'étais un enfant timide,
En étant adulte, je me suis quand même lancé dans le commerce, donc il a fallu que je prenne sur moi aussi et que j'apprenne certaines choses, en tout cas au niveau comportemental, pour m'intégrer beaucoup plus socialement, en tout cas dans la société. Mais donc c'est pas lié à ça, mais c'est lié surtout à ces connexions où on n'en peut plus. On ne veut pas ça. On veut pas savoir ce que ressent l'autre. On est pris dans notre journée, dans notre travail. On a nos soucis également, mais on veut certainement pas avoir les soucis ou les joies de l'autre parce que ça nous concerne pas déjà dans un premier temps. Et puis malgré tout, je sais pas pourquoi, ça s'ouvre. À un moment donné, ça s'ouvre. C'est pas systématique. C'est pas quelque chose qui est à volonté, c'est quelque chose qui apparaît à un moment donné, peut-être de fragilité. Je pense que c'est surtout ça. Il y a des jours où on se lève, on est un peu plus fragile que les autres jours, et finalement, bah, on va capter énormément de choses qui ne sont pas à nous et qui finalement sont presque sur le point de nous faire tomber dans les pommes. Et ça m'est arrivé. Trop d'informations, on ne comprend pas, on ne veut pas, mais tout vient et puis c'est de pire en pire. Plus les gens en plus sont focalisés sur moi, euh, ou quand ils l'ont été, parce que forcément ça crée un signal ou un bug parmi les gens. Lorsque une personne se sent mal ou commence à tomber dans les pommes, tout de suite les regards ensuite se focalisent sur vous, et tous ces regards finalement ajoutent de la complexité, parce que ça va créer une forme d'émotion que vous allez encore plus, qui va être encore plus démultipliée et que vous recevez en plus, que je recevais. Et là, c'est pétage de plomb, c'est avoir le cœur qui palpite, soit faut sortir immédiatement. Et j'avais trouvé la technique, en tout cas, de m'éloigner le plus vite possible. Et j'ai toujours voyagé en me disant, bon, ok, là, si je suis dans un endroit où il y a beaucoup de gens, beaucoup de monde, je sais que je vais capter énormément de choses. La première chose, c'est qu'est-ce qui est utile autour de moi, je pars. Voilà, j'ai juste mes papiers. Si je suis en train de faire les courses, ça m'est arrivé plusieurs fois. Je lâche le caddie, je m'en vais, je sors, je me dis c'est pas grave, ok, il manque des choses, mais je verrai demain, ou je verrai dans une heure si je vais mieux. Mais tout a été comme ça. Les transports, je descends. Euh, la voiture même, on peut dire la voiture, mais t'es isolé. Mais non, il y a les gens dans les voitures aussi à côté de vous, même en roulant, même à 120 km/h, 130 km/h. Il y a des choses que vous captez, en fait, que je capte, qui sont amoindries parce que ça va très vite, mais il y a des choses quand même. Euh, donc l'avantage, c'est que j'ai toujours essayé de me concentrer sur quelque chose, une focale, me focaliser sur un point pour éviter comment dire, de paniquer, en tout cas par rapport à tout ça. Et chose très intéressante aussi à dire, c'est que dans l'ensemble de ces connexions que j'ai pu avoir tout au long de ma vie, et qui étaient extrêmement puissantes, en tout cas enfant et adolescent, il y a dans l'ensemble, et ça je tiens à le préciser, et ça rejoint peut-être, je ne sais pas, les témoignages des petites filles d'Alexandra, euh, il y a, euh, il y a des connexions qu'on peut faire avec des êtres qui sont franchement, qui ont l'apparence humaine. C'est un peu ce que je t'ai dit dans mes messages, Sylvano, mais qui n'ont absolument rien en termes de fonctionnement de l'humain. Et ça, j'en démords pas aujourd'hui, surtout que j'en ai une preuve, quoi qu'il en soit. Le fonctionnement de ces êtres qui ont l'apparence humaine ne sont pas humains. Ils ne sont pas comme nous. Et ça, je peux l'affirmer parce que je sais comment fonctionne un être humain finalement au fond de lui. Et il y a d'autres choses qui ressemblent à des humains que j'ai croisés à maintes reprises énormément quand j'étais jeune, petit. Petit, quand je dis petit, c'est entre 4 et 8 ans, 9 ans, 10 ans maximum, et qui m'ont toujours fait très peur, en tout cas, parce que le mode de fonctionnement à l'intérieur n'est pas du tout le même. Et en plus, il est verrouillé sur moi, il est verrouillé sur vous. Il est en observation, c'est quelque chose qui est pratiquement, ce sont des esprits, ils ont des esprits en tout cas qui sont difficilement pénétrables, mais par contre on peut capter leur attention, et c'est ça qui est assez étonnant,
C'est très différent du fonctionnement de l'être humain qui va regarder quelqu'un passant de l'autre côté de la rue, de l'autre côté du trottoir, ou un enfant qui joue, etc., et qui va se dire tiens, le garçon il joue bien au football, ou il est en train de grimper au mur, ou il est en train de grimper, il joue avec des escargots, ou il cueille des fleurs. Ça, c'est le fonctionnement, je dirais, légitime de n'importe quel être humain, de se poser les questions, de regarder, d'observer et de se dire des choses qui lui passent par la tête. Par contre, ces êtres qui ont cette apparence humaine, et ça j'en ai croisé quelques-uns, ne veulent absolument pas être approchés. C'est quelque chose qui, je dis quelque chose, hein, parce que je ne sais pas ce que c'est, on pourrait dire des entités, mais euh, c'est c'est étonnant. Je peux même pas dire des entités, ça fait penser à des fantômes. Or, ce ne sont pas des fantômes, ils ont quand même une apparence humaine identique, avec des habits quasi identiques, enfin identiques, en tout point de vue, indiscernables dans une foule, ça c'est clair, excepté une chose, le mode de fonctionnement du cerveau. Et comment je les reconnais? C'est simple, je ne peux pas savoir ce qu'ils pensent. C'est très complexe, très très complexe. Il y a vraiment une espèce de barrière. Et en plus, il y a systématiquement un message qui n'est pas un message parlé, comme un message qui parlerait dans la tête. Hein. Ce ne sont pas absolument pas des voix dans la tête, mais c'est une sensation qui dit tu ne t'approches pas. Mais par contre, je t'observe. Par contre, on te connaît. Alors, juste sous cette forme, on a l'impression que c'est une forme de paranoïa, mais je suis tout le contraire de la paranoïa. Je suis quelqu'un de très prévoyant, ça c'est clair, mais je n'ai même pas besoin d'être paranoïaque. Je n'ai jamais eu ce besoin-là, et encore moins cette notion-là, pour la simple et bonne raison que être paranoïaque, c'est douter simplement. Moi, je n'ai jamais douté. J'ai toujours eu les informations. Être paranoïaque, c'est douter d'être observé, d'être scruté, suivi, voilà. Ça n'a rien à voir. Là, cette notion-là, elle est vraiment liée au fait qu'il y a une connexion. Donc, je dois dire que je n'ai pas besoin d'être paranoïaque, parce que je sais ce que pensent ou ce qu'ont dans la tête les gens autour de moi. Aussi bien de proximité que à distance. Je n'ai pas besoin de les regarder. On a souvent d'ailleurs, nous, ces instincts, même vous, n'importe qui d'autre, ont ces instincts parfois de regarder à un endroit précis une personne qui vous regarde. Tout à fait par hasard, on se retourne et on a les yeux sur une personne qui vous regarde. Ça, c'est très courant. Il y a beaucoup de gens qui vivent cette expérience-là. Eh bien, moi, elle a toujours été démultipliée par 100, par 200, par 1000 en tout cas. Et c'est comme si c'était en permanence. Il y a des périodes, ça a été en permanence, une journée entière, ou 2 jours, ou une semaine entière, et puis après, ça s'éteint un petit peu, ou ça devient un peu plus soft, parce que on lutte mentalement contre ça, parce qu'on trouve finalement au fur et à mesure que c'est pas normal, et que on a nos problèmes aussi de sensations, de vie, comme le bébé qui vient de naître, qui est happé par ses propres sensations et donc évacue sa mémoire en tant que fœtus. Eh bien, nous, c'est un peu pareil, en fait. Finalement, comme on est pris dans notre vie, on va essayer de se focaliser sur notre vie, nos problèmes, nos sentiments, et, euh, et puis on va essayer d'avancer, on essaie d'oublier ce qu'on ressent par rapport aux autres, mais c'est pas toujours évident, je dois dire. Donc cette notion-là, elle a été récurrente, et très souvent, j'ai croisé des espèces d'êtres complètement inhumains qui ont croisé mon chemin et qui m'ont bien fait comprendre, et en m'observant, certaines choses, comme quoi ils me connaissaient, comme quoi ils savaient qui j'étais, et que je n'avais aucune espèce de possibilité de communication avec eux, mais il y avait ce message. Et c'est terrifiant parce que on se dit pourquoi, avec 99% de la population, je peux savoir des choses, et puis d'un autre côté, je croise des gens de tout type, hommes, femmes, vieux, enfants, ados, c'est vraiment très très varié, c'est pas une particularité d'âge ni d'apparence, mais leur cerveau est complètement différent. Et ça, c'est quelque chose que j'ai capté très vite. Voilà. Une chose essentielle par rapport à tout ça, et
parce que là, tout ce que je viens de dénoncer, entre guillemets, ce sont des événements. Mais quelque chose m'a accompagné aussi tout au long de mon enfance. C'est quelque chose de extrêmement terrifiant et récurrent. Je n'ai pas d'explication et comme je t'avais dit, Sylvano, je ne sais pas si ça correspond à des abductions. Encore une fois, je ne pense pas. Peut-être est-ce dû finalement à une notion de mémoire. En faisant la vidéo, finalement, je me dis que c'est peut-être une notion de mémoire par rapport à quelque chose. Mais en l'occurrence, ce que je viens de décrire par rapport à ces êtres inhumains que je croisais de chair et d'os, visiblement, euh, il y a eu pratiquement jusqu'à l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans peut-être. Je me souviens pas vraiment quand ça s'est terminé, mais une succession de cauchemars quasi identiques. Ces cauchemars ont été extrêmement violents et extrêmement prémonitoires. Je m'explique, c'est que ces cauchemars, je savais par exemple à un moment donné dans la journée que ça allait arriver. Et je savais aussi quand ça n'allait pas arriver. C'est ça qui est très curieux, cette espèce de synchronicité de signes à l'intérieur qui fait que il y a un avant-goût de cette espèce de passage ou cette espèce de cauchemar qui allait m'envahir et me terrifier. J'explique un peu cette notion de cauchemar ou de rêve. Il y a eu plusieurs situations dans lesquelles je me suis retrouvé en étant enfant dans la nuit, seul. Seul non pas parce que mes parents étaient partis de chez moi, mais seul à un moment donné où je me retrouvais dans des situations où ma mère n'était plus là. Mon père, je savais qu'il travaillait à l'usine, donc il n'était pas là la nuit, mais ma mère n'était pas présente. Et, et l'appartement était vide. Donc je cherchais ma mère. Je criais ma mère, entre guillemets, j'ouvrais les rideaux, je cherchais, je regardais dehors. C'était comme si tout le décor habituel était plongé dans la nuit, quelque part. Je n'avais pas la sensation d'être dans un rêve, c'était vraiment la réalité. Je pouvais sentir en tout cas les vitres des fenêtres. Je voyais à l'extérieur, il n'y avait aucune lumière, il y avait les bâtiments, il y avait les objets, les lieux habituels dans lesquels j'étais habitué en face de mon bâtiment, et personne. Personne. Le noir, je dirais, le noir complet, la nuit complète, avec aucun humain, aucune lumière aux fenêtres, juste des lampadaires, juste la rue, rien ne bougeait. C'est des choses qui ont été vécues des nuits, 2 ou 3 fois, pas plus. Mais je m'en souviens parce que c'était un peu terrifiant, mais au global, je savais que enfin, c'est comme si je savais que j'étais pas finalement dans le monde habituel. C'est ça qui est très curieux. Ça m'est arrivé 2, 3 fois et finalement, je me suis réveillé. Je me suis réveillé à ces instants-là et puis bah ma mère était dans son lit et puis moi j'étais dans mon lit. Voilà, ça c'est des rêves entre guillemets les plus soft que j'ai pu faire. Par contre, il y a eu des rêves extrêmement terrorisants et je ne sais pas à quoi c'est lié. Encore une fois, c'est un peu la raison de mon message aujourd'hui et de ma vidéo qui est sans doute très longue, mais j'ai besoin d'expliquer tout ça. Je me retrouvais dans des cauchemars absolument terrifiants où finalement j'étais dans un endroit noir, mais quand je dis noir, c'est le noir, c'est même pas le noir spatial, puisqu'il y a, il y a au moins l'éclairage des étoiles et de la lune ou de la terre, mais c'est dans le noir comme si j'étais dans un cachot, fermé au fond d'une grotte tout simplement, avec aucun bruit, aucune visibilité, pas de fond, pas de hauteur, pas de bas. C'est comme si je touchais pas finalement le sol. C'est un peu curieux. Aucun contact sur le corps. C'est important de le préciser. Aucune notion de distance. C'est quelque chose. On sait qu'on est dans un endroit où il n'y a rien. Mais quand je dis rien, c'est le rien absolu, le vide plus qu'absolu. C'est à part. C'est dans un autre endroit. Où finalement on a l'impression d'être complètement aveugle. Par contre, on n'est pas sourd. Par contre, on a quand même les sensations du toucher. Ces rêves-là, je savais qu'ils allaient arriver. Enfin, je dis ces rêves.
Ces cauchemars terrifiants, je savais qu'ils allaient arriver parce que finalement, la pire terreur qu'on puisse avoir en étant petit, c'est d'être éloigné de ses parents et de ne pas savoir où on est. C'est d'être perdu. Et là, il y avait vraiment cette notion d'être éloigné, perdu. Donc, je criais, j'appelais ma mère, et il m'arrivait de l'entendre de manière très éloignée, comme si elle était finalement dans l'espace, peut-être à, je sais pas, à 100, 500, 1 kilomètre, je ne sais pas, de toute façon, comme il y avait un silence absolu, on pouvait entendre des sons très éloignés. Et je ne la voyais pas. Mais à côté de ça, il y avait des formes autour de moi. Il y avait des formes qui étaient, au fur et à mesure, qui se rapprochaient de manière extrêmement lente de moi, et qui, curieusement, comme je te l'avais déjà expliqué par mail, qui communiquaient en fait de la même façon que moi je communiquais dans le réel, finalement, avec les gens, en étant dans leur esprit, en échangeant des informations cette fois-ci, parce qu'il y avait un échange, il y avait une communication, c'est-à-dire que tout ce que je pouvais avoir comme information qu'il me laissait, ou qu'il daignait en tout cas me donner, c'est-à-dire cette espèce d'interrogation, que fais-tu là? C'était pas une voix, encore une fois, mais c'était une sensation. Qu'est-ce que cet enfant fait là? Et il y avait cette espèce de groupe de 5 ou 6 masses noires, difformes, que je ne voyais pas, mais que je pouvais distinguer. Euh, je peux pas te l'expliquer autrement, je ne peux nullement l'expliquer. Voir les choses sans les voir, c'est très complexe. Ça revient en fait à se faire une image un peu mentale de quelque chose qu'on ne voit pas, mais dont on connaît les formes parce qu'elles-mêmes, elles ont conscience de leur propre forme. Et c'est leur conscience de leur propre forme qu'elles m'ont communiqué. Et c'est comme ça que je pouvais déterminer leur approche ou leur éloignement, tout simplement. Et tout ça dans une terreur absolue. Mon cœur battait à la chamade, j'étais en sueur, j'étais en panique totale. Et donc forcément, je criais et j'appelais ma mère, que j'entendais au loin. Je ne savais pas si, finalement, je n'ai jamais su si c'était elle. Euh, c'est un peu curieux, mais je n'ai jamais su si c'était elle finalement au global. Je ne sais pas si c'était un écho, j'avais l'impression d'entendre finalement quelque chose de tellement éloigné que je me disais qu'elle était trop loin pour que je puisse l'atteindre ou qu'elle puisse m'atteindre et me réconforter. Et en même temps, je dois préciser une chose. J'ai lu beaucoup de messages par rapport aux gens qui sont abductés et qui finalement se retrouvent sur une table d'opération avec des instruments chirurgicaux et autres. Moi, je n'ai jamais eu cette notion-là quand j'étais petit, en tout cas. Et ma seule référence autour de moi dans ma vie, finalement, c'était ma mère. Et c'est pour ça que j'insiste un peu là, sur cette notion un peu d'enfance. C'est que finalement, la référence que j'avais, moi, en étant petit, c'était ma mère. Et curieusement, j'ai eu l'impression que ces formes-là, pour me rassurer ou pour me donner un contexte habituel dans lequel j'aurais pu éviter de paniquer, ont été en fait de prendre la couleur de la robe de ma mère, qui était à l'époque une robe noire. D'ailleurs, souvent, elle avait une robe noire avec des petits points blancs. Aujourd'hui, je dois dire que si je croise dans un magasin une robe de ce type-là, je fais une syncope. Je suis en panique totale. Il me suffit juste de voir ce tissu-là avec ces ronds blancs, ces petits ronds blancs de l'époque qui étaient totalement à la mode dans les années 60, 70 et qu'on pouvait trouver sur les marchés un peu partout, finalement, me réfère automatiquement à ce cauchemar parce que ces formes-là ont pris finalement la couleur, une couleur connue qui pouvait éventuellement me rassurer, mais qui ne me rassurait pas parce que je savais que c'était pas ma mère. Je savais que c'était autre chose. Et le fait de communiquer avec ces entités-là autour de moi faisait que, au global, je me sentais complètement prisonnier. Il y avait cette notion de prison, de blocage et surtout d'interrogation. Qu'est-ce qu'il fait là? Et avec une espèce aussi de hiérarchie dans ces masses sans forme, finalement, ces masses noires sans forme qui pensaient. Il y avait un référent qui finalement donnait les ordres aux autres et qui disait simplement laissez-le,
laissez-le, on ne peut pas l'approcher, on ne peut pas l'approcher. C'est des choses qui me sont revenues graduellement, bien entendu, parce que ce cauchemar a envahi mon enfance et m'a terrorisé. Et chaque jour, je me demandais si le soir même, j'allais revivre ce cauchemar-là. Il y a des jours, je savais très bien que je ne le revivrais pas. Et il y a d'autres, je sentais la terreur monter, parce que je savais au fond de moi que c'était ce soir que ça allait arriver. Donc je faisais de telle sorte de ne pas dormir le plus tard possible, mais rien à faire. Rien à faire. C'était comme si c'était quelque chose de verrouillé, euh, qui allait arriver. On ne pouvait pas faire autrement. Je ne pouvais pas faire autrement. J'étais prisonnier de ces espèces d'êtres ou de formes dans lesquelles où je me retrouvais dans leur espèce de monde. Il y a une corrélation finalement entre ce cauchemar-là et l'autre, des choses figées, mais en même temps, cette fois-ci, des intelligences qui sont autour de vous et qui vous observent et qui finalement ressemblent énormément dans leur mode de communication avec ces êtres inhumains que j'ai pu croiser dans la rue ou dehors à l'époque quand j'étais petit. Alors comme je t'avais fait la dernière fois, j'ai refait un schéma du coup le plus, en essayant d'être le plus synthétique possible. Euh, Ça n'apprend rien de plus, mais voilà, bon, avec ce que je sais faire en dessin, c'est-à-dire pas grand-chose, je te montre un petit peu la situation où on me voit moi et j'ai l'impression d'entendre ma mère à l'autre bout, qui elle-même est encerclée. Hein. Ah oui, j'ai oublié de préciser, elle est encerclée aussi par ces mêmes formes. C'est un peu étrange, mais donc il y a une impossibilité et c'est complètement impossible de passer, de bouger de toute façon. Je précise que on est paralysé, on est complètement paralysé. Euh, et, euh, et on ne peut rien faire. On ne peut pas lutter en fait. On ne peut que communiquer avec ces êtres-là. Et souvent, je me suis demandé si effectivement les gens qui ont été abductés ne voyaient pas finalement ce qui leur était familier. Je pense que oui, avec le temps, avec le nombre de témoignages que j'ai pu voir, les recherches que j'ai pu faire, on peut imaginer que ces gens-là, ces gens-là, ces espèces de masses ou ces êtres, si ce sont les mêmes en tout cas, prennent des formes ou donnent un contexte de forme rassurant. Je tiens à préciser une chose. Tu vas me dire pourquoi dans ce cas-là, s'ils avaient une couleur qui devait te rassurer, c'est-à-dire la couleur de la robe de ta mère, pourquoi le côté noir? Eh ben, le côté noir est rassurant en fait, était rassurant à l'époque pour moi. Et là, je vais m'expliquer sur autre chose. Peut-être que finalement le contexte complètement non dimensionnel de l'endroit était peut-être une erreur de leur part de me montrer cette notion-là. Parce que j'ai toujours apprécié le noir, en fait. J'ai toujours apprécié de me cacher, d'être sous un lit, d'être dans une cabane, dans un arbre, mais vraiment recroquevillé, de peur, très très jeune, de peur de croiser ces humains qui fonctionnaient pas comme des humains. Parce que finalement, c'est quelque chose qui fait peur à un enfant de se dire, mais lui, il fonctionne pas dans sa tête comme les autres et j'arrive pas à... Et pourquoi il communique avec moi sans qu'il... Comment il sait que je suis là? Comment il sait que je suis caché? Il y a tous ces ensembles d'informations qui font qu'au global, peut-être que ce cauchemar relate simplement des éléments qui devaient me réconforter ou me faire peur, je ne sais pas ou de connu. Seules choses que je connaissais, c'était effectivement de me cacher à l'époque, comme je te disais, de par mon enfance, et puis puis ma mère, tout simplement, et la communication. Parce que finalement, ce sont les seules choses que je connaissais au global en étant enfant. Mais ce cauchemar-là a perduré. Il est réapparu à l'âge adulte, à l'âge de 40 ans, où là, je me suis totalement réveillé dans un état de stupeur mais incroyable en me disant mais c'est pas vrai, c'est pas possible de revivre exactement ce même cauchemar à l'âge de 40 ans alors que bon, j'avais un enfant, j'étais marié, tout allait bien dans ma vie, j'avais un très bon travail, voilà, et tout de manière tout à fait inopinée.
Dans la journée, j'ai senti quelque chose, évidemment, comme lorsque j'étais enfant, mais jamais je me serais douté que c'était ça. Je sentais une sorte de chose qui arrivait, mais je n'ai pas prêté plus attention que ça, parce qu'on se dit c'est des histoires d'enfants et ça n'arrivera plus. Eh bien, c'est arrivé une nouvelle fois, une seule fois encore à l'âge de 40 ans ou 41 ans, enfin dans ces eaux-là. Et là, j'ai pris vraiment peur. Et c'est à partir peut-être de l'âge de 40 ans que j'ai commencé à chercher les choses. Tu vois, c'est quand même relativement tard. On s'attarde pas quand on est jeune à ces choses-là. On a tendance à les mettre de côté. Oui, donc je disais que il y a une coupure. Voilà. Je disais que ça a toujours été incompréhensible pour moi de comprendre en tout cas pourquoi je me suis retrouvé à l'autre bout d'une autre ville, totalement inconnue. Donc je frappe à la porte, ma mère n'était pas là, la dame m'a laissé rentrer en disant mais non tu n'habites pas là, donc je ne comprenais pas. Donc je redescends les 4 étages, je fais le tour un peu du bâtiment et je constate qu'il est absolument identique à celui que j'habite. Donc il n'y a pas d'erreur possible, à part quelques éléments, mais peut-être un peu différents, peut-être une fleur par-ci, une fleur par-là qui était un peu différente, sachant que je connaissais pratiquement chaque grain de sable ou chaque caillou de la zone dans laquelle j'étais habitué à jouer. Mais là, rien. Rien de flagrant en tout cas. Donc je redescends, je regarde le numéro, je regarde les alentours, c'était absolument identique. La position de la cave était au même endroit, le jardin, les petits jardinets qu'il y avait devant étaient absolument identiques. Je dirais même que les chats errants étaient les mêmes. Ce que je voyais en face était identique. Sur la droite et la gauche, c'était pareil. Le petit parking était était communicant, donc oui, c'était identique. Donc je remonte les 4 étages, je refrappe, et cette dame me réouvre en disant non, je suis désolé, je ne suis pas ta maman, qu'est-ce que tu fais là, comment tu t'appelles? Et, euh, et je suis redescendu finalement désespéré, dépité, presque en pleurant, ou en étant angoissé en tout cas d'avoir perdu, en tout cas d'être perdu, ce qui était excessivement rare dans mon cas. Et, euh, et finalement, ce sont des gendarmes qui passaient par là, qui m'ont ramené chez moi parce que je connaissais l'adresse. Euh, Malgré tout, j'ai emmagasiné énormément de choses et heureusement, je connaissais l'adresse. Donc, ils m'ont ramené et je me souviens très bien, comme je te l'avais dit, le trajet a duré une demi-heure. Et une demi-heure, donc c'est un événement qui est resté très marqué en moi en me disant mais où est-ce que j'étais, au point que les gendarmes ont roulé une demi-heure pour me ramener en tout cas dans mon bâtiment d'origine. Et c'est ce qu'ils ont fait. J'ai retrouvé le même bâtiment, les mêmes choses, etc. Euh, Ils m'ont rassuré, tout s'est bien passé. Ils m'ont dit c'est là que tu habites. Oui, oui. Et là je reconnais le bâtiment, hein. Donc je me dis bah c'est un deuxième bâtiment identique. Et plusieurs années plus tard, donc j'ai retrouvé ma mère bien entendu, j'ai retrouvé mon appartement. Et plusieurs années plus tard, je connaissais parfaitement les lieux, mais à 50 kilomètres à la ronde. Tu sais quand on est enfant et qu'on on s'amuse dans la rue, on connaît tout. Et j'ai essayé de trouver le bâtiment identique. Je ne l'ai jamais retrouvé, ce bâtiment identique, avec ce lieu identique, avec ses parkings, avec ses arbres, avec ses jardinets, ses chats. Euh, je n'ai jamais retrouvé l'identique. C'est normal, ça n'existait pas. Il n'existait pas. À l'époque, même si les bâtiments étaient à peu près de même hauteur, tomber sur un même bâtiment avec un même numéro, avec 4 étages, avec une configuration pareille, c'était pas possible. Donc ça a toujours été un mystère pour moi, en tout cas, cette notion-là. Et je dois dire que ça correspond un peu à ce rêve où je me retrouve finalement quelque part où il n'y avait pas d'être humain, où finalement il faisait nuit, cette nuit-là en tout cas. Et là, c'était le jour, mais il y avait des êtres humains, mais qui n'étaient pas les bons, qui n'étaient pas à leur place, ou en tout cas ma mère n'était pas à la place qu'elle devait être, ou moi je n'étais pas à la place que je devais être, je sais pas. Ça a toujours été un mystère qui s'est réitéré euh, en étant adolescent, et c'est quelque chose qui a certifié en tout cas, qui m'a réconforté. Je vais vous parler d'un événement qui m'a choqué, mais qui m'a réconforté quelque part, parce que ça m'a ramené dans la notion
de me dire que ma vie est vraiment très très particulière, c'est que à l'époque de 17 ans, j'étais quelqu'un de très sportif, je faisais beaucoup de vélo, beaucoup de courses à pied, tous les sports, je voulais les pratiquer, j'ai fait du rugby, bon, à part le foot, voilà, c'est comme ça. J'ai fait du judo, j'ai fait du rameur, j'ai fait tellement de choses. En étant jeune, tout ce que je pouvais faire gratuitement, en tout cas, je l'ai fait. Et ça a développé énormément mon physique. Et il m'arrivait souvent de partir, de prendre un sac à dos et d'aller courir une journée. C'était quelque chose pour moi de réconfortant de pouvoir physiquement m'évader. Et comme je l'ai toujours fait depuis tout petit, finalement. Sauf qu'avec l'âge, les distances se sont agrandies et ça m'a permis, en tout cas, de passer des très belles journées dans un contexte de souffrance physique peut-être, mais ça m'a évacué en tout cas beaucoup de choses au niveau mental et ça me permettait aussi de réguler un peu mes doutes, mes colères, mes peines et puis mon enfance un peu chaotique à côté de ça, qui a été une enfance complexe lorsque ma mère a fait une dépression quand j'ai eu 6 ans à la naissance de mon frère. Euh, En passant ces détails-là, euh, j'ai croisé, c'est pour ça que je reviens à la notion de Versailles, cette ville que j'affectionne particulièrement, non pas parce que j'y suis né, mais pas seulement en tout cas, mais parce que ma grand-mère y habitait et parce que je la fréquentais régulièrement et j'ai continué à la fréquenter d'enfant à adolescent en allant sur place, en prenant mon vélo et en allant tracer là-bas à travers la forêt de Marly et même à travers le parc de Versailles. Et il m'arrivait de passer non pas par les portes habituelles parce qu'à l'époque il n'y avait pas Vigipirate et on pouvait facilement s'introduire finalement dans les parcs de Versailles par des petites portes ou par les champs en passant derrière un grillage, une grille, fait très très facilement en tout cas. Et donc je faisais mon tour parce que j'adorais, parce que le cadre était merveilleux, parce que le château est merveilleux tout simplement, et que il y a un côté boisé, un côté historique aussi qui m'attirait aussi très particulièrement. Et quel que soit le temps, je tiens à préciser, quel que soit le temps, j'évitais en général quand il y avait trop de monde, mais je le faisais. En tout cas, j'allais sur place. Et une fois, j'ai croisé, une fois de plus, à l'âge de 17 ans, quelqu'un qui m'a marqué, vraiment quelqu'un qui m'a marqué et qui a été peut-être l'événement déclencheur d'un deuxième événement. J'ai croisé curieusement un jour où il y avait du monde, un dimanche où il y avait beaucoup d'animations, en tout cas dans le parc de Versailles, où là, j'étais plus en mode rando et je roulais simplement pour rouler, tout simplement parce que j'avais envie. Et ça me dérangeait pas de croiser des gens ce jour-ci. Et j'ai croisé curieusement une sorte de carrosse très jolie qu'on voit très souvent d'ailleurs dans le parc de Versailles, avec, j'aurais dit une princesse. Franchement, j'aurais dit une princesse avec son prince, évidemment. Euh, c'est le prince Maharaja. C'était presque sorti tout droit de l'Inde. J'avais l'impression d'avoir tout d'un coup bifurqué. Voilà, mais non, j'étais bien à Versailles avec des gens de Versailles, avec des passants, voilà, des gens qui visitaient tout simplement. Euh, et curieusement, cette princesse, je croisais son regard et quelque chose d'étrange s'est passé. Alors déjà, d'une part, quand on a 17 ans et qu'on croise une princesse, tu imagines bien qu'on tombe tout de suite amoureux. C'est quelque chose d'étonnant. Son mari, sans doute c'était un mariage qui devait perdurer en tout cas dans ce château-là. Euh, Son mariage, son prince était d'une beauté absolue, elle était d'une beauté absolue avec les tenues rituelles des hindous. Et j'ai donc eu l'occasion de croiser ce regard. Son regard était comme ce que j'avais pu ressentir chez certaines personnes un peu différentes de l'humain. C'est une fixation sur moi. Alors après coup, on se valorise, on se dit bah oui, bon, je suis musclé, je suis bronzé, je suis jeune, je pense qu'elle devait avoir à peu près le même âge. Mais il y avait autre chose, il y avait ce regard profond et cette jeune fille
n'a jamais tourné la tête jusqu'à ce que je ne la voie plus, en fait. C'est comme si elle était fixée sur moi et qu'il a fallu que l'horizon, ou la distance en tout cas, s'allonge pour que finalement nos deux regards ne se croisent plus. D'ailleurs, j'ai été tellement choqué que je m'en suis arrêté. J'étais en état de choc parce que je ne comprenais pas ce regard. Et ce regard signifiait quelque chose de puissant en fait, comme si, encore une fois, j'étais reconnu, comme si elle-même n'était pas finalement humaine. C'est là où je veux en venir. Et, et elle avait capté ça. Ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie d'adulte de comprendre en tout cas qu'il fallait que ces gens-là sont différents, qu'ils ne veulent pas être dérangés. J'en ai croisé de multitudes, que ce soit dans les magasins, que ce soit dans les transports. Et je me tiens raisonnablement à distance. Je respecte ça. Je ne veux pas quelque part m'introduire dans ce qu'ils sont, en tout cas. Mais je sais qu'ils sont là et je sais surtout qu'ils me connaissent et qu'ils me reconnaissent surtout. Alors, je ne sais pas s'ils me connaissent, mais je pense qu'ils me connaissent en me reconnaissant. C'est-à-dire en ayant accès finalement, comme moi, en étant enfant en étant fœtus avec ma mère, en connaissant toute ma vie, simplement en se connectant à mon cerveau ou à mon passé, à mes images qui sont enfouies dans ma mémoire, dans mon subconscient ou dans mon conscient. Et j'ai eu cette impression-là, ce jour-là, en tout cas, cette jeune femme avait cette connexion et moi, je n'ai pas pu non plus, comme d'habitude, dans ce cas de figure-là, avec ces humains un peu spéciaux, on va les appeler comme ça, ces entités, je n'ai pas pu accéder à ces informations à elles. Mais il y avait une communication de récurrence, c'est-à-dire il y avait un point de rencontre. Je ne sais pas comment l'expliquer. C'était comme une sorte de message de point de rencontre. Et c'est vrai que j'étais à un moment de ma vie, à 17 ans, où avant le bac, on est un peu anxieux, on ne sait pas ce qu'on va faire de notre vie, etc. Curieusement, il y avait tout ça de mêlé. Cette espèce d'appréhension de l'avenir, cette espèce de sensation qu'on ne tolère pas finalement, qui nous colle à la peau et qu'on a envie de rejeter, d'être pour être normal comme les autres ados ou les jeunes adultes. Mais là, c'était très différent. Il y avait une espèce d'ancrage à Versailles, et notamment à l'endroit où elle était. Il était curieux cet endroit parce que quelques semaines plus tard, ou quelques mois plus tard, c'était l'hiver, puisque j'avais rencontré ce couple-là dans ce carrosse, je crois, en septembre. Donc très vite, à l'époque, le temps se désagrège et moi je continue, comme à mon habitude, à faire du vélo et du sport, en tout cas sous la pluie, la neige, peu importe le temps. Et j'y suis allé. J'y suis retourné parce que j'avais toujours cette image de cette jeune femme qui m'avait passé un message que je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas le sens du message. C'était impossible de le comprendre et d'en déterminer les causalités. Et un jour, je me retrouve dans ce parc, passant par un autre biais, en vélo tout simplement, et personne, absolument personne. Mais quand je dis personne, c'est pas âme qui vive dans ce parc, ce qui est excessivement rare. Le parc n'était pas fermé, puisqu'après j'ai pu sortir par les grilles du devant et j'ai croisé quand même 2-3 touristes devant le château et devant la fameuse statue de Louis XIV sur son cheval, juste à l'entrée du château. Mais moi j'étais de l'autre côté jardin et là je croise une forme, en fait au loin je vois une forme que je prends pour un homme en imperméable noir, complètement noir, avec un chapeau noir. Et là, ça correspond un peu à ce que je te disais, c'est que ça correspond un petit peu à ce qu'on peut entendre, en tout cas de la description des hommes en noir. Donc là, on part directement, en tout cas, des éléments liés aux ovnis et de ces êtres qui finalement sont là avant ou après, en tout cas, des phénomènes ovnis. Donc je m'approche et curieusement, je le vois face à un pylône, pas un pylône, une statue comme il y en a beaucoup le long, en tout cas juste avant les escaliers montant au château, côté jardin, je parle bien, et qui se déplace sur un arbre, devant un arbre.
un arbre centenaire ou bicentenaire, comme tu le sais, les arbres sont, avant la tempête de 99, étaient qui pullulaient, hein. C'est des arbres de 400, 500 ans, voire plus. Et face à un arbre, je me suis dit, mais c'est pas possible. Il pleut. Il y a un type qui est tout seul en habit avec un chapeau noir dans le jardin. Et la première réaction qui m'est venue à l'esprit, c'est qu'il était en train d'uriner sur un arbre. Et je trouvais ça tellement con de se mettre finalement à la vue de tout le monde, même s'il n'y avait personne, à la vue de tout le monde en train de pisser devant un arbre. Et je me suis dit, c'est pas possible. Moi, comme j'avais un tempérament un peu, on va dire, euh, comment dire, j'aime bien confronter les gens en tout cas face à leur réalité. Je me suis dit, je vais passer devant lui, je vais le ridiculiser parce que je vais dire alors, voilà quoi, t'es en train de pisser devant un arbre. C'était mon intention en fait. Donc je roule vers lui, je le vois à 500 mètres, je me rapproche, 400 mètres, 300 mètres, 100 mètres, et puis j'en arrive à 20 mètres. Et là, je suis scotché parce que c'est pas du tout ce qu'il est en train de faire. Je vois en fait, sans le voir, je le vois de dos. Je m'approche, d'ailleurs je ralentis parce que je me suis dit c'est pas possible, j'hallucine totalement Sylvano. Je vois qu'en fait il était en train de lever sa main, la paume de sa main, tu vois, vers l'arbre, mais de manière non pas, comment dire, euh, pas directement, c'est ça que j'essaie de te dire. Et comme s'il il tentait une forme de levée de main, en tout cas, devant l'arbre. Et je me suis dit, il y avait du vent, il y avait de la pluie, je me suis dit, tiens, il a quelque chose dans la main, il a peut-être du sable, mais dans ce cas-là, s'il a du sable dans la main et qu'est-ce qu'il fait avec du sable dans la main devant un arbre tricentenaire ou bicentenaire, j'en sais rien. Et en fait, non, c'était pas du sable. J'ai vu de mes yeux vus, en fait, quelque chose sortir de sa main. Quelque chose qui correspondait comme des sortes d'ondes, de petits nuages. J'ai l'impression que c'était des ronds de fumée. Franchement, quand tu fumes un cigare et que tu fais tes ronds de fumée, c'est à peu près le même principe. Ça fait des espèces de formes coniques finalement qui vont à un endroit et qui s'étalent pour s'évaporer. J'avais l'impression de voir la même chose en fait de la part du bout de ses doigts, de sa main, vers l'arbre. Mais on voyait bien cette tentative de communication avec l'arbre. Ce qui est curieux, c'est que je me suis dit, bon, c'est une hallucination, j'étais à 20 mètres quand même, j'étais pas très loin, et je me rapprochais de lui en vélo, tout doucement. Je me suis dit, il m'a pas repéré. J'étais tellement axé sur le truc, sauf que, implicitement, d'un coup, j'ai eu la même sensation, encore une fois, que d'habitude. Ne t'approche pas. T'es pas là pour ça, tu dois pas savoir. Repars. Prends ton vélo, repars. Encore une fois, ce ne sont pas des paroles, ce sont des sensations. C'est une injection de pensée, en fait. C'est vraiment une injection de pensée, terrifiante. Et puis, tu te dis, bah, c'est pas ma pensée, donc j'y vais quand même. Mais non. Si tu y vas, t'es paralysé. C'est ce qui m'est arrivé. J'ai fait en gros, me casser la figure du vélo parce que j'arrivais même plus à pédaler parce que j'étais bloqué ou comme par une force curieuse, j'étais finalement éloigné dans son dos et j'ai essayé de m'arrêter et je peux t'assurer que 10 000 fois que j'ai essayé de m'arrêter, je n'ai pas réussi. Je n'ai pas réussi. Je voulais m'arrêter pour lui poser des questions parce que c'était un peu l'aboutissement finalement de tout ce que j'avais vécu. Je me suis dit, il est tout seul. Je suis tout seul. Il n'y a personne autour. C'est le moment d'avoir des réponses. Donc, Sylvano, qu'est-ce que je fais? J'essaie de m'arrêter. Je n'ai pas réussi. Je n'ai jamais réussi à m'arrêter. Et je voulais communiquer. J'étais en communication avec cet être en disant non, je veux vous parler. Je veux savoir qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous transmettez. Parce que ce qui est étonnant, c'est que effectivement, on voyait des choses sortir de sa main, aller vers l'arbre. Mais curieusement, l'arbre faisait pareil avec sa main. C'est-à-dire que je pouvais voir l'effet opposé. C'est-à-dire que on parlait les ondes, à un moment donné, partaient de l'arbre et allaient vers la main. Et curieusement, j'ai eu cette information comme quoi il prenait des informations de l'arbre.
Ne me demande pas ce que c'est. Je ne sais toujours pas. Je n'ai toujours pas de réponse, encore une fois, à ça. Mais c'est la seule information que j'ai. C'est qu'il collectait des informations de l'arbre. Et il y avait cette connexion entre les deux êtres. Impossible, impossible de savoir à quoi ce monsieur ressemblait, excepté du fait qu'il ressemblait simplement à ce qu'on décrit, ce que Bernard Bidot, en tout cas, décrit dans son livre. Euh, et sauf que là, il était tout seul, ils n'étaient pas deux. Il était tout seul. Et sa façon ensuite de se déplacer était à peu près identique, un peu robotisé ou comme un vieillard en fait, grand, maigre, comme un vieillard qui se déplace légèrement courbé. La démarche pas très sûre ou pas très droite. Et puis je l'ai vu s'éloigner parce que j'étais déjà sur les marches, en tout cas du château de Versailles, et je l'ai vu s'éloigner comme ça, tout simplement. Dès qu'il a eu une bifurcation de route, pour que je ne sois plus dans son champ de vision. Mais je me souviens finalement de cette scène parce que je me dis finalement j'ai raison, parce que cet événement-là, j'ai vu quelque chose de complètement différent de ce que j'avais vu jusqu'alors, et ça n'a fait que certifier tous les antécédents que j'ai eus finalement dans ma vie. À partir de ce moment-là, j'ai compris que nous n'étions pas seuls sur Terre. Et ça, j'en mettrai mes deux mains, mes deux pieds, mes deux jambes au feu. Mais on n'est pas seul. Parmi les êtres humains, il y a d'autres choses qui circulent, qui ne sont pas humaines, qui sont là. Je ne sais encore une fois pas pourquoi, qu'on ne peut pas approcher. Parfois, lorsque je les croise de face, elles vont bifurquer légèrement et je ne peux pas m'approcher d'elles. Même si mes jambes en ont envie, même si je suis prêt à le faire parce que j'ai envie de savoir, je suis paralysé, je ne peux pas. Et ça rejoint un peu toutes les toutes les données que j'ai pu avoir en étant enfant, et ça a certifié en tout cas beaucoup de choses, ça m'a rassuré. Et j'en reviens toujours à cette notion de regard que j'ai eu avec cette princesse, si elle a existé. Finalement, est-ce que finalement c'était pas une vision d'autre chose, d'un autre monde, d'un autre temps? Je n'en ai absolument aucune idée. Est-ce que c'était finalement pas quelque chose d'intertemporel? Mais il fallait que je sois là à nouveau, et à chaque fois que j'y suis allé, je suis allé à cet endroit-là, c'est parce que son regard m'avait impressionné, comme si finalement il y avait une sorte de validation de toute ma vie, finalement. Une sorte de validation, et qui fait qu'à un moment donné on se dit non, non, c'est pas possible, c'est complètement fou. Et je ne suis donc pas fou. Il y a vraiment d'autres entités sur Terre. Alors voilà en global ce que je peux te dire de manière très factuelle sur ma vie. Et on en vient forcément à toutes les apparitions qui ont pu avoir lieu au cours de ma vie, toutes les observations que j'ai pu voir d'ovnis, de boules lumineuses qui ont, j'allais dire, qui ont traversé toute mon enfance et mon adolescence et parfois même adulte. Il n'y a pas si longtemps, il y a 3 ans, j'ai pu observer effectivement quelque chose qui était 5 fois plus gros que Vénus et qui à 5 heures du matin parce que j'étais en peine et que je regardais le ciel, je prends pour un hélicoptère ou le phare d'un hélicoptère, sauf que il y avait aucun bruit et que finalement on voit à un moment donné rétrécir et puis s'éloigner à une vitesse incommensurable et qui n'a rien de commun à toute construction humaine. C'est impossible. J'ai pu observer des éléments aussi, des points métalliques plusieurs fois. J'ai toujours eu la tête dans les nuages, Sylvano, donc j'ai toujours observé, j'ai toujours regardé le ciel plutôt que mes pieds. Ça m'a valu des catastrophes, mais bon, j'ai pu observer, ouais, entre 20, je saurais même pas dire, entre 20 et 40 phénomènes tout au long de ma vie, en tout cas, complètement, avec le temps, complètement en écart avec la technologie actuelle. Il y a des choses qui apparaissent et qui disparaissent. Il y a le plus flagrant et le plus courant, en tout cas pour moi, ça a été la nuit. Ça a été la nuit. Euh, En plus de ces entités qu'on peut croiser, en tout cas dans la vie de tous les jours,
Euh, et tout ça a fait qu'au global, ça a fait de moi quelqu'un d'un peu spécial. Euh, Comme je te l'ai expliqué, j'ai toujours été tout au long de ma vie au bon endroit, au bon moment, pour différentes choses. J'ai toujours su et me protéger en tout cas à l'avance de catastrophes graves, d'accidents extrêmement graves où j'aurais pu y laisser la vie, pas simplement parce que finalement dans la journée il se passe un événement qui fait que je vais être décalé de, de 30 secondes, 5 secondes, 10 secondes. Ça va retarder peut-être ma venue sur un point où il va y avoir un accident grave, où je ne vais pas être impliqué parce que je suis passé 30 secondes après, ou que simplement je vois l'accident et que c'est juste 10 secondes avant. Et que je me dis, si j'avais juste accéléré un petit peu en vélo, ou j'aurais été à cet endroit-là à pied, j'aurais pu me retrouver dans une situation, dans la situation de la personne entre voilà qui a été fracassée par une voiture ou qui a été percutée par une moto ou simplement d'ailleurs que j'ai vu poignarder dans le métro une personne qui a été poignardée devant moi. Je me dis cette personne était à 15 mètres devant moi. L'espèce de fou qui a sorti son couteau aurait pu très bien le faire sur moi. Et j'aurais pu être à la place de la personne qui s'est fait poignarder dans le métro qu'on retrouve. Et là, on est dans un état d'affolement absolu. Ou simplement même voir des accidents de train en me disant... bah, heureusement que je n'ai pas vu cet accident, parce que c'est quelque chose qui est choquant de voir quelqu'un qui se suicide sur les voies et je me dis que dans ces cas-là, bah on peut rien faire. Mais là encore, il y a des communications. Ça m'est arrivé de voir 2 fois en tout cas des cadavres écrasés par le RER, soit par accident, un par accident et l'autre par suicide. Et là aussi, ce qui est étonnant, c'est de capter, c'est dans ces moments-là, de capter toutes les informations de la vie de la personne, qui n'est plus qu'un en lambeau de chair, mais on sent tout, on sent tout ce qui se passe, on connaît sa vie, je connais sa vie, c'était tout juste si je ne suis pas finalement dans sa vie, dans la vie du pauvre monsieur qui a travaillé, qui s'est levé le matin en prenant son café avec ses collègues, qui a dit au revoir à sa femme, qui a 2 enfants qui l'attendent ce soir, et qui finalement se retrouve découpé en lambeaux sur les rails d'un chemin de fer. Et tout ça me vient à l'esprit, et j'ai toujours croisé les doigts de ne jamais voir ce genre de choses trop souvent, parce que c'est quelque chose qui est extrêmement perturbant pour moi, pour n'importe qui sans doute. Mais en plus, moi, j'ai les informations de tout ce qu'il y a autour, en plus de l'émotionnel déjà de me dire c'est une horreur ce qui se passe. Mais c'est quelque chose qui implicitement, j'ai toujours croisé les doigts en tout cas pour pas être trop souvent confronté à ce genre de choses-là. Même si aujourd'hui j'en suis habitué parce que j'ai travaillé dans le milieu hospitalier, parce que j'étais confronté à la mort, parce que j'ai aussi pu développer un peu ces notions-là auprès de gens qui étaient en fin de vie. Et j'ai pu capter des choses également. Euh, et il y a eu aussi tellement de choses, tellement d'échanges finalement avec l'esprit que ça m'a bouleversé, mais ça m'a été utile. J'espère que ça leur a été utile en tout cas avant de mourir, mais il y a cette espèce de fatalité qui fait qu'on ne peut rien faire en global. Euh, j'espère, euh, j'espère avoir tout dit, mais je reviens un petit peu à ce que disait Alexandra. C'est vrai que dans les métiers à risque, comme les pompiers, les policiers ou l'armée ou plein de gens qui font des métiers à risque, euh, ont la sensation qu'il va se passer quelque chose de grave pour eux. Bah moi, encore une fois, c'est un peu mon cas, et pourtant je ne travaille pas en tout cas dans ces milieux sécuritaires. Encore que mon cerveau est sans doute à peu près identique à celui d'un guerrier. En tout cas, il est atrophié sans doute de la même façon, parce que j'ai simplement été aussi un enfant battu par ma mère lorsqu'elle est tombée en dépression.
et que il a fallu sauver mon frère, il a fallu sauver mon père, et j'ai finalement développé aussi quelque chose de, en plus de tout ce que je viens d'expliquer, d'assez instinctif pour défendre et me défendre. Ma mère m'a laissé plusieurs fois pour mort, en tout cas, que ce soit avec des barres de fer, des fractures du crâne, des coups de couteau. Et quand j'étais plus jeune, quand je pouvais pas me défendre, où j'étais enfermé, où où j'ai été battu et traîné à travers une pièce de la maison, et cela enfin, sans que personne n'agisse à l'époque. C'est bien dommage. Voilà. Je sais que ma vie est complexe. Je sais que là, tu vois, je suis pas du tout dans une espèce de rapport évident. Euh, mais j'ai des convictions qui viennent de très très loin, bien avant ma naissance, qui font que au global, ouais, j'ai compris peu à peu en grandissant que je n'étais pas fait comme les autres, ou je ne communiquais pas en tout cas comme les autres, et je ne voyais pas les choses aussi comme les autres. Euh, J'aurais fait, on me l'a dit d'ailleurs plusieurs fois, j'aurais fait un excellent policier, un excellent enquêteur, parce que très souvent j'ai pu sauver des gens dans des situations extrêmes, parce que curieusement mon instinct me disait t'es à telle station de métro, va à celle-là, alors que c'était pas du tout mon chemin. Et là, qu'est-ce qui se passe? Bah, je sauve une jeune dame, je vais sauver un jeune monsieur. Ça m'est arrivé une multitude de fois contre des agressions, parce que je n'avais pas peur non plus de la mort. Faut bien le préciser, c'est que le fait de vivre finalement avec la mort H24, quand je dis vivre avec la mort, c'est ma mère. Ma mère était capable de tuer l'un de nous, mon père, moi-même ou mon frère, à n'importe quelle heure du jour et de la nuit, en prenant un marteau, en prenant un tournevis, en prenant un couteau, parce qu'elle avait une crise de démence. Donc j'ai vécu avec ça en permanence. Je sais ce que c'est finalement de vivre en permanence avec, au début, la peur au ventre, et on s'y habitue. Le corps et l'esprit sont formidables, hein, ils s'habituent à des choses immondes. Et souvent, donc ça m'a servi finalement, cette vie, enfin a servi, je dirais, à sauver peut-être d'autres gens dans des situations extrêmes où finalement je me suis retrouvé à me mettre face à trois mecs parce que ils étaient sur le point de violer une nana dans le RER et que personne ne bougeait. J'étais là parce que le monsieur s'est fait planter devant moi, et bah, de toute façon il n'y avait plus rien à faire parce que c'était vraiment bien planté, à part appeler les services de la RATP à Gare du Nord et dire bah voilà, j'ai vu ça, j'ai même pas vu le mec faire ça. Mais dans ces cas de figure, je peux pas deviner les choses parce que curieusement je suis dans une sorte de transe où finalement la journée se déroule de telle sorte que je ne sois pas finalement le poignardé, en gros. Mais en temps normal, si c'est pas dans une situation qui me touche particulièrement ou qui peut me toucher violemment, je veux dire plutôt violemment, où là ma vie est en danger, je capte énormément de gens qui sont prêts à faire des méfaits, qui sont prêts à créer des choses horribles, et je les capte tellement bien que finalement il me suffit simplement de les regarder pour qu'ils se sentent démasqués. Ça m'est arrivé des centaines de fois, Et le fait que j'ai travaillé aussi dans le milieu commercial, dans les magasins, j'ai pu croiser des foules de gens. J'ai pu éviter beaucoup de choses en fait, simplement par mon regard ou ma présence ou ma stature. Et crois-moi que mon regard parfois en dit long. Et ces gens-là finalement se sont ravisés, et j'ai évité en tout cas le pire simplement en étant au bon endroit, au bon moment, comme je te le disais souvent par mail. Voilà. Toute ma vie est complexe. Toute ma vie n'est pas classable. C'est un ensemble de choses, un ensemble de témoignages. Il y a tellement de choses à dire, tellement d'anecdotes que, évidemment, cette vidéo est extrêmement longue, et
ça pourrait durer des heures. Mais la seule chose que je puisse faire, c'est aujourd'hui, et j'essaie de le faire, et c'est très dur, c'est un papier, un crayon, écrire, et crois-moi que c'est très dur. C'est quelque chose qui me replonge dans le passé, c'est pas évident de synthétiser tout ça, ne serait-ce que cette vidéo est très complexe à faire, à synthétiser, c'est pour ça que je m'y suis repris à 2 fois. J'espère que ça va aider en tout cas beaucoup de personnes. Moi ça m'aide en tout cas de les expliquer, même si j'ai toujours l'impression d'oublier quelque chose, mais il y a tellement de choses à voir et à exprimer, tellement de choses qu'on ne connaît pas, que finalement on n'a jamais assez de temps. Mais il est bon de confronter l'essentiel. Je pense avoir synthétisé, curieusement, même si cette vidéo dure depuis peut-être 1 heure et demie, je vois pas trop. J'ai l'impression d'avoir fait une synthèse simplement de toute ma vie et de tous les événements que j'ai pu dire pourront peut-être être corrélés par rapport à d'autres expériences de ta communauté en tout cas. Je le souhaite vivement et en tout cas un mille merci de me permettre de témoigner. Je sais pas quoi dire d'autre de plus si ce n'est que si d'autres gens veulent exprimer la même chose, s'il y a des gens qui ont vécu simplement à peu près identiquement à moi, des choses similaires en tout cas se sont produites. Pour moi, c'est important de savoir aussi quelque part. C'est important, je pense, pour tous de savoir. Il faut savoir que je suis pas traumatisé par ce que j'ai vécu, puisque j'ai toujours vécu avec. Mais parfois, on cherche des réponses. Et surtout, on se dit, mais finalement, qui sommes-nous? Et qui sont-ils, surtout? Et pourquoi est-ce que nous, on a ça en plus par rapport aux autres? Pourquoi d'autres n'en ont pas? Et peut-être que moi-même, il me manque des choses, sans doute. C'est pas forcément que du bénéfice. C'est pas forcément quelque chose de positif, ces rencontres-là. Ces cauchemars n'ont rien de positif. C'est de la terreur pure et dure. C'est l'essence de terreur, j'ai envie de dire. C'est vraiment le substrat qui reste une fois que tout est enlevé. C'est comme une espèce d'oignon, on va retirer le tout et on cherche le cœur de la terreur. Et les cauchemars que j'ai vécus, ou certaines choses que j'ai vécues, ont été terrorisantes évidemment, mais ont permis en tout cas certaines fonctions de vie. Je sais pas si c'est terminé ou pas, j'en sais rien, on peut jamais savoir. Je sais que ça s'atténue avec le temps, mais l'instinct est encore là. Voilà. Je vous remercie tous, je te remercie Sylvano particulièrement, je remercie Monsieur Desforges et Alexandra en tout cas pour son site internet. Je continue à explorer et voilà, c'est tout ce que j'ai à dire au global, c'est déjà pas mal. Merci à toi Sylvano et je te souhaite bon courage dans tes recherches aussi. Bon courage à tout le monde, tous les adultés, tous ceux qui ont été confrontés. N'ayez pas peur des phénomènes. C'est le message un peu que j'ai envie de dire, n'ayez pas peur, il faut les accepter. On n'est pas ce qu'on croit finalement, on est beaucoup plus que ça. On est beaucoup plus que de l'énergie, on est beaucoup plus que des interactions. Mais une chose est essentielle, c'est de dire les choses d'une manière ou d'une autre, masqué ou pas masqué, à l'écrit ou à l'oral, démasqué ou pas, peu importe. Mais il faut communiquer, je pense que la communication c'est la principale source de notre réseau aujourd'hui. Le réseau doit se développer sur ces phénomènes-là et on doit y travailler puisque aucun politique, de toute façon, n'y accordera d'importance, aucun psychiatre n'accordera d'importance. On est tout de suite catégorisé dans les gens hors normes, exceptionnels, et on finit à l'asile la plupart du temps. D'où l'idée de ce masque, je ne veux pas ça. Et je veux pas non plus ça retombe en tout cas sur mes enfants. Voilà, on témoigne comme on peut, un visage masqué ou découvert, selon ce qu'on peut faire. Merci à vous tous en tout cas. Bon courage. Au revoir.